Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les notions théoriques sur les maladies infectieuses et l'épidémiologie. Donc, il va y avoir beaucoup de définitions. On va expliquer comment on analyse, on détecte, ou on suit différents types de maladies infectieuses. Donc, on commence, comme je le disais, par une définition. Une définition d'ordre général. OK? Donc, qu'est-ce que l'homéostasie? OK? L'homéostasie, là, si on voulait le décrire en un seul mot, on pourrait dire tout simplement le mot équilibre. OK? Dans le fond, l'homéostasie, c'est votre corps qui, par divers moyens, tente de retrouver un équilibre dans les différentes fonctions qu'il accomplit. On va donner un exemple. Euh, Moi, par exemple, je viens de déjeuner, donc mon système digestif s'est mis en marche et ma glycémie, donc le taux de sucre dans mon sang, va commencer à augmenter. Mais on ne veut pas qu'il augmente trop et qu'il reste trop longtemps élevé. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'une partie de mon corps, qui est le pancréas, va sécréter de l'insuline. Puis l'insuline va faire descendre ma glycémie, donc faire descendre mon taux de sucre sanguin, donc va favoriser l'entrée du sucre dans les cellules pour faire diminuer le taux qu'on retrouve dans le sang. Puis plus tard dans la journée, si je vais faire du vélo, je fais de l'exercice, ou ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé, ben, par exemple, ma glycémie à ce moment-là va se mettre à descendre. Mais pour maintenir une glycémie stable, ben, mon corps, encore une fois mon pancréas, va sécréter une autre hormone, mais cette fois, ça va être le glucagon. Le glucagon va faire augmenter mon taux de sucre sanguin, donc va faire sortir du sucre, entre autres de mes muscles et de mon foie, pour permettre à mon sang d'avoir une quantité de sucre qui est stable, entre autres pour nourrir mon cerveau. Donc ça, c'est un exemple. D'autres exemples d'homéostasie, pensez, je sais pas moi, l'été vient de se terminer ou presque, là. Euh, quand il fait chaud, qu'est-ce qui arrive? Votre corps, qu'est-ce qu'il fait pour maintenir une température stable? Ben, il va vous faire suer. Au contraire, dans quelques mois, quand il va faire moins 10, moins 20, ben, votre corps, pour vous garder au chaud, va se mettre à grelotter. Donc, on veut maintenir une température stable. Okay? Donc, il y a plein de façons, okay, que votre corps utilise pour maintenir une homéostasie. Donc, un équilibre un peu partout dans votre corps. Puis, dans le fond, nommer des causes du dérèglement de l'homéostasie, ben, une infection pourrait être un bon exemple. Okay? Si un virus entre en moi puis provoque des changements, provoque des symptômes désagréables, ben, à ce moment-là, mon corps va vouloir régler le problème, va vouloir ramener les choses à la normale. Quelques autres définitions, OK? Puis là, pour la plupart des gens, on va confondre ces deux mots-là. Donc, quand on parle d'une infection, c'est que le micro-organisme entre dans votre corps. OK? Donc, vous êtes infecté, vous êtes porteur maintenant de ce virus, de cette bactérie-là. OK? Vous êtes porteur d'un micro-organisme. Mais quand vous avez une maladie, c'est que suite à l'infection, là, il y a un changement qui altère votre état de santé. Donc, si, par exemple, un de mes fils a le rhume, tous en ma présence, moi j'inhale ces petites gouttelettes-là, ben, je vais être infecté. Mais c'est peut-être juste, je sais pas moi, une journée, 2, 3 jours plus tard où je vais vraiment être malade et avoir les symptômes. Puis là, je me rappellerai que mon fils m'a toussé dessus, puis je serai pas content. OK? Donc, est-ce que je peux être infecté sans être malade? Ben, la réponse, c'est oui. OK? Présentement, on a la pandémie de coronavirus. Il y a des gens qui sont asymptomatiques. Donc, ils sont infectés, mais ils n'ont pas les symptômes, ils ne sont donc pas malades. Mais ils peuvent transmettre le virus. Donc, ça, c'est un exemple. Je pourrais être séropositif, donc être porteur du virus du VIH qui cause le sida. Mais effectivement, si je suis juste séropositif, OK, ça veut dire que je suis infecté, mais je ne suis pas encore malade. Quand le sida va se déclarer, OK, donc quand mon système immunitaire va être très très faible, là, à ce moment-là, je vais être malade. Donc, il faut faire la distinction entre les deux. On peut établir des relations symbiotiques avec des micro-organismes qui peuvent être saines ou non. Okay? Quand on parle de relations équilibrées, là, c'est vraiment, on fait référence à votre microbiote. Okay? Quand on parlait dans la première capsule vidéo, on parlait de relations de mutualisme ou de commensalisme. Donc ça, il y a un équilibre. Okay? Le micro-organisme profite de vous, tout va bien. Vous,
ou bien vous en profitez, ou bien ça ne change rien à votre vie. Donc, il y a un équilibre, il n'y a pas de problème. Mais les relations déséquilibrées, ben là, c'est plus la relation de parasitisme. Donc, il y en a un qui tire profit de l'autre et nuit à l'autre. Une qui est plus particulière, c'est la relation insidieuse. OK? La relation insidieuse, c'est que la personne n'est pas affectée. Donc, la personne est infectée, mais elle n'est pas affectée par un micro-organisme qui, normalement, devrait la rendre très malade. Le meilleur exemple de ça, OK, ou je devrais dire le pire, là, mais un exemple qui le représente bien, ce phénomène-là, c'est Mary Mallon, OK, qui était une femme qui vivait aux États-Unis. On l'a surnommée Typhoid Mary. Pourquoi? Cette dame-là était porteuse d'une bactérie dangereuse, OK, vous la connaissez probablement, la salmonelle, OK, salmonella. Donc, normalement, quelqu'un qui a une salmonelle va être très malade, va avoir des diarrhées, perte de poids, puis dans les pires cas, pourrait en mourir. Okay? D'ailleurs, c'est peut-être pas de sa faute au début, mais Mme Mallon va être responsable de la mort de quelques personnes. J'explique. Donc, Typhoid Mary, okay, le nom qu'elle a obtenu par la suite, là, travaillait pour des familles riches au début. Donc, elle était cuisinière, elle travaillait dans leur maison. Puis bon, la salmonelle, c'est une maladie qui est transmise par contamination fécale-orale. Donc, si Mme Mary allait aux toilettes, se lavait pas bien les mains ou pas du tout, préparait la nourriture pour la famille pour qui elle travaillait, ben à ce moment-là, elle a contaminé des gens, puis il y a eu des décès. Okay? Donc, au moins 3 qui lui sont directement liés dans les familles chez qui elle travaillait. Donc, au départ, on a essayé de trouver la cause, puis quand on a réalisé que c'était Mme Mary qui était porteuse d'une bactérie dangereuse, ben on lui a demandé de ne plus travailler là. On l'a mis en quarantaine dans un hôpital. Faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, donc on ne pouvait pas la traiter, mais en l'isolant d'une certaine façon, donc on s'assurait qu'il n'y ait pas d'autres personnes d'affectées. Le problème, c'est qu'éventuellement, bon, elle a été, on va dire relâchée, elle n'était pas en prison quand même, mais on l'a libérée de sa quarantaine. Et elle est retournée travailler, oui, mais elle a travaillé comme cuisinière dans un hôpital. Okay? Donc ça, c'est pas nécessairement la meilleure stratégie là, quand tu es porteuse d'une maladie, d'aller travailler dans un endroit où les patients que tu vas nourrir sont plus faibles puis vulnérables. Donc, encore une fois, on a dû la replacer en institution, puis on l'a mis en quarantaine pour le restant de ses jours par la suite. Donc ça, c'est une relation insidieuse, c'est qu'elle n'a aucun symptôme, va bien, mais elle peut transmettre la maladie. Quand je parle d'un agent pathogène opportuniste, okay, la définition, c'est que le micro-organisme ne cause normalement pas de maladie, mais si il rencontre des conditions qui lui sont favorables, il va en profiter. Par exemple, un micro-organisme opportuniste, par exemple, si moi j'ai une santé normale, mes poumons, tout est en santé, un micro-organisme, je donne des exemples en bas, là, comme Pseudomonas aeruginosa, si moi j'inhale cette bactérie-là, elle ne va rien faire dans mes poumons. Okay? Mon système immunitaire va l'éliminer, puis je m'en serais jamais rendu compte. Par contre, quelqu'un qui serait génétiquement atteint là, de la fibrose kystique ou de la mucoviscidose, l'autre terme, à ce moment-là, la bactérie va aller s'installer dans les poumons de cette personne-là et va profiter des problèmes causés par la maladie génétique pour s'installer. Donc, c'est un micro-organisme opportuniste, a profité du dérèglement génétique de cette personne-là pour l'infecter. Même principe, par exemple, pour certaines bactéries, certains mycètes, des moisissures, par exemple, ou des levures qui vont profiter du faible système immunitaire de quelqu'un. Donc, quelqu'un qui prend des médicaments, quelqu'un qui est séropositif, quelqu'un qui génétiquement a un système immunitaire plus faible. Donc, le micro-organisme en profite et le rend malade. Même principe pour E. coli. E. coli dans votre intestin, c'est parfait. C'est une bactérie qui est correcte, qui ne va pas vous rendre malade. Mais la même bactérie, ailleurs, donc par exemple, et c'est plus fréquent chez les femmes, là, s'il y a infection urinaire, ben, une bactérie E. coli dans l'urètre, elle va causer des problèmes. Donc, elle est opportuniste. Elle va profiter du changement physique d'endroit dans votre corps pour vous affecter. Certains micro-organismes vont coopérer, et ça, vous le voyez souvent, même je dirais tout le temps, en bouche. Okay? Ce n'est pas toutes les bactéries, par exemple, qui peuvent s'attacher
aux dents. Ce n'est pas toutes les bactéries qui peuvent s'attacher ou survivre dans les gencives. Donc, souvent, ce qui va y arriver, c'est que, par exemple, les streptocoques, vont s'attacher sur les dents, sur l'émail des dents. Et en se collant là, elles vont permettre à d'autres bactéries qui, elles, ont plus de difficulté à s'accrocher, d'adhérer elles aussi aux dents. Donc, c'est comme si on avait la dent. Donc, imaginez, là, vous avez la dent ici. Il y a des streptocoques qui s'accrochent à votre dent. Mais parce que les streptocoques sont là, tiens, il y a d'autres bactéries qui vont venir s'accrocher. Et là, on peut se ramasser avec un biofilm. Donc, une épaisse couche de bactéries. Éventuellement, ça forme la plaque. Si la plaque se calcifie, ben, ça peut former du tartre. Donc là, c'est à vous d'intervenir à ce moment-là et d'aller gratter le tout avec vos curettes ou les différents appareils mis à votre disposition. Mais il y a un phénomène de coopération à ce moment-là pour permettre à différentes bactéries d'adhérer aux dents. D'où proviennent les micro-organismes? Bien, ils peuvent provenir de l'extérieur de votre corps ou être déjà présents en vous et causer la maladie plus tard. Quand je parle d'origine endogène, donc le micro-organisme, il est déjà présent sur vous ou en vous. Il ne cause pas de problème, mais pour une raison ou pour une autre, soit qu'il change de place dans votre corps ou il commence à se multiplier sans contrôle, bien là, il cause des problèmes. Donc, par exemple, quand une femme, a une vaginite, ou on peut même parler là, de vaginose, parce que vaginite, c'est quand il y a de l'inflammation, vaginose, c'est la présence de micro-organismes. Donc, s'il y a vaginose, souvent, par exemple, une vaginose ou vaginite à levure, les levures n'apparaissent pas par magie. Les levures, souvent, sont déjà présentes au niveau des organes génitaux et elles vont tout simplement se multiplier plus rapidement pour diverses raisons. La mort des bactéries qui sont présentes. Donc, par exemple, la femme prend des antibiotiques. Ça peut être un changement hormonal, ça peut être le stress, ça peut être l'accouchement. Donc, il y a plein de phénomènes qui peuvent faire en sorte que les levures profitent de la situation. Donc, on pourrait dire qu'à ce moment-là, que les levures sont des organismes opportunistes. Mais on va considérer la vaginose comme une infection endogène parce que les levures étaient déjà présentes. Même principe pour l'infection d'une plaie. C'est un phénomène endogène. On pourrait parler même de la carie dentaire. Les bactéries sont déjà présentes. L'endocardite, donc quand on parle de la maladie cardiaque qui est liée, par exemple, à des bactéries qui sont entrées dans une plaie au niveau de la bouche, donc ça, c'est endogène. Exogène, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Toutes les ITSS, là, gonorrhée, chlamydia, syphilis, herpès génital, c'est tout d'origine exogène. Vous ne pouvez pas vous dire à votre conjointe que vous avez attrapé une maladie comme celle-là, puis que c'est déjà en vous, puis que... Non. Il y a eu un rapprochement, on va dire ça comme ça, avec quelqu'un d'autre qui était porteur de la maladie, contact sexuel ou peut-être contact par le sang, puis vous êtes infecté. Origine exogène, il y a toutes ce qu'on appelle les infections nosocomiales, sauf exception, là, si vous étiez peut-être porteur d'une bactérie sur votre peau, puis elle entre dans la peau de la chirurgie, mais normalement, les infections nosocomiales, donc ça, c'est une infection qu'on attrape à l'hôpital. Donc, vous allez l'attraper justement en provenance de l'extérieur. Donc, infection nosocomiale, il y a toutes les infections des plaies chirurgicales. Il peut y avoir des infections pulmonaires parce que, je ne sais pas moi, on vous a intubé suite à une blessure ou à un accident ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est une infection qu'on attrape à l'hôpital. Exogène aussi, tout ce qui est rhume, grippe, le coronavirus, ça vient tout de l'extérieur. Vous avez inhalé des particules, des petites gouttelettes, des aérosols, puis vous vous contaminez comme ça. Donc, j'aime bien la petite image là à droite où on voit une salle d'urgence à 7h17. Et là, on éternue ou on tousse, puis quelques heures plus tard, c'est toute la salle d'urgence qui est malade. Donc, ça, c'est de l'origine exogène. Et paradoxalement, être à l'hôpital, à la salle d'urgence, c'est un des bons endroits pour être malade ou attraper quelque chose parce que justement, il y a plein de gens malades, plein de gens vulnérables, donc les maladies peuvent se transmettre rapidement. Ça, c'est une petite image un peu ludique, là, loufoque. Quand on parle de la fameuse règle des 5 secondes, puis même des gens là, qui parlent de la règle des 3 secondes, mais peu importe, c'est pas vrai. Si vous échappez quelque chose par terre, puis vous le ramassez en 1 seconde, vous dites « Ah, c'est parfait, il n'y a pas de danger, je peux soit manger, donc comme dans l'exemple du beigne,
Les bactéries n'attendent pas 5 secondes. Dès que l'aliment tombe par terre ou sur une surface, les bactéries vont se coller dessus. Donc, si on prend un exemple, vous, dans la clinique dentaire, vous, je sais pas, vous êtes nerveuse ou peu importe, vous prenez une curette, puis vous allez vous installer en bouche, puis vous accrochez quelque chose et la curette tombe par terre. C'est pas le temps de la prendre, de juste un peu souffler dessus ou de l'essuyer avec votre sarrau puis de commencer à travailler en bouche dans le patient. Vous la mettez de côté, puis vous l'envoyez à se faire nettoyer. On ne prend pas de chance. Même principe si une infirmière échappait une seringue, échappait un cathéter, échappait n'importe quoi, on le remplace. On n'utilise pas un instrument qui est tombé par terre. Les bactéries, les mycètes vont se coller dessus, puis vous allez pouvoir contaminer le patient. Je reviens sur la bouffe. C'est sûr, il ne faut pas virer fou non plus. Par exemple, si moi je suis à la maison, puis j'échappe je sais pas moi, un raisin ou un morceau de... Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais échapper? J'échappe quelque chose, j'échappe de la bouffe. Donc le raisin, par exemple, je pourrais le ramasser. C'est sûr que si j'échappe mon assiette de spaghetti, je ne vais pas commencer à manger mon spaghetti sur le plancher. Mais un raisin, bon, tu le ramasses, tu peux le passer à l'eau un petit peu, puis tu le manges. Fait que, ça, je le ferais chez moi, mais si j'échappe un raisin à la cafétéria, à l'école, à l'extérieur ou je sais pas quoi, dans un environnement où je ne contrôle pas nécessairement ce qu'il y a eu sur la surface avant que moi j'arrive, ben là, je ne le mangerai pas. Mais disons, à ma maison, je me fais assez confiance pour pas me contaminer avec quelque chose de dangereux. Transmissibilité d'une infection. On va commencer par celui du bas. Les maladies qui sont non transmissibles. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez cette maladie-là ou cette infection-là, même si vous êtes en présence d'un ami, famille ou quoi que ce soit, vous ne pourrez pas la transmettre. Par exemple, si vous vous blessez, vous attrapez le tétanos. Théoriquement, vous devriez être vacciné si vous prenez soin de vous et que vos parents vous aimaient. Donc, vous devriez être vacciné contre le tétanos. Mais bon, supposons que vous ne l'êtes pas, vous développez le tétanos. Même si quelqu'un prend soin de vous, les infirmières, les médecins, vos parents, vos amis, conjoints, tout le monde, vous ne pouvez pas le leur transmettre. Donc, on parle de maladies non transmissibles. Là où les gens ont tendance à confondre, c'est quand on parle de maladies transmissibles ou de maladies contagieuses. Quand on parle d'une maladie qui est transmissible, donc peut être transmise, le nom le dit, d'une personne à l'autre. Soit directement ou indirectement. Directement, ça veut dire quoi? Je vous tousse dessus, j'éternue en votre présence, ça peut être transmis. Indirectement, je tousse ou j'éternue, puis je mets mes mains pour bloquer tout ça, mais les virus ou bactéries sont maintenant sur mes doigts, puis là, je sais pas, moi, je touche un objet, une poignée de porte, vous arrivez par la suite, vous vous contaminez en touchant la même poignée de porte. Donc ça, c'est une transmission indirecte. La subtilité, quand on parle de maladie contagieuse, oui, la maladie contagieuse, elle est transmissible, mais c'est une maladie qui est facilement transmissible. Ça veut dire qu'elle peut être transmise à une plus grande distance, ça peut être la quantité qui va être de virus va être moindre, donc ça ne prendra pas grand-chose. On va donner des exemples. Quand on parle de maladies transmissibles, la varicelle, la fameuse picote, la rougeole, l'herpès génital, la tuberculose, la fièvre typhoïde, bref, ce sont toutes des maladies qui peuvent être transmises d'une personne à l'autre. Mais contagieuses, oui, la varicelle. Des enfants dans une classe, s'il y en a un dans la gang qui a la varicelle, ça se peut que ça fasse au moins quelques autres victimes, souvent ses amis proches dans la classe. Mais la rougeole, ça c'est probablement une des infections virales les plus contagieuses qu'on connaisse. Théoriquement, quand on parle d'un phénomène, le R0, c'est le niveau de transmission de la maladie. La rougeole est une des pires. Pour chaque personne qui a la rougeole, elle peut en infecter 16 autres. Tandis que la varicelle, c'est plus environ 7 ou 8. Puis si on veut comparer avec la grippe ou le coronavirus, c'est à peu près de 2 à 4 personnes. Donc c'est beaucoup moindre. Donc là, ce serait des maladies contagieuses quand un R0 est vraiment élevé, et c'est facilement transmissible. Mais si on veut comparer, est-ce que l'herpès génital, c'est contagieux? Non. Si je suis assis au cinéma, si je suis assis dans une classe, si je suis assis au restaurant, puis la personne à côté de moi a de l'herpès génital, mais c'est pas juste parce que je suis assis près de cette personne-là que je vais attraper l'herpès génital. Est-ce que vous comprenez maintenant la différence? Donc, contagieux,
ça va être transmis juste par l'air, les aérosols, les gouttelettes. C'est plus facile, transmissible. Souvent, ça peut prendre un contact plus étroit. OK? Donc, on pourrait dire, par exemple, que toutes les maladies contagieuses sont transmissibles, mais ce ne sont pas toutes les maladies transmissibles qui sont contagieuses. Donc ça, il faut que ce soit clair dans votre tête. L'épidémiologie, maintenant, okay, c'est la science qui étudie la distribution, le moment et la fréquence de l'apparition de maladies infectieuses, okay, de même que leur mode de propagation au sein de la population. Donc, on s'entend-tu okay, que depuis l'arrivée de cette maladie-là, on en a fait des études épidémiologiques. Okay? On regarde comment la maladie se propage dans la population. On regarde comment on peut éviter qu'elle se propage dans la population. Okay? Donc là, maintenant, là, je vous parle, on est à la fin du mois d'août. Donc, on porte le masque, on respecte une distanciation, on se lave les mains. Okay? Donc, on met plein de mesures en place pour limiter la propagation. Mais ça, pour se rendre à ces étapes-là, bien, il a fallu qu'on fasse des études épidémiologiques. Si on avait réalisé que la COVID-19 se transmettait seulement par le sang, par exemple, bien, ça serait un petit peu moins intense comme mesure de sécurité. Okay? Ça serait peut-être plus justement les hygiénistes dentaires, les infirmiers infirmières, les gens qui travaillent dans les ambulances, donc les paramédics, les médecins, okay? Les sportifs. Donc, il faudrait faire attention un petit peu à ça. Si vous jouez au hockey, au football, il peut y avoir du sang, des choses comme ça. Okay? Donc, on fait des études épidémiologiques. Encore pour la COVID-19, est-ce que ce sont toutes les personnes qui transmettent la maladie de la même façon? Est-ce que les enfants, les adultes, les personnes âgées sont plus à risque les unes que les autres? Donc, tout ça, ça fait partie d'études épidémiologiques. Je vais donner deux exemples d'études. Okay? L'étude de Snow, je vais en parler à la prochaine diapo, mais celle-là, c'est assez épouvantable. Okay? L'étude de Semmelweis, okay? Un médecin à Vienne, on remarquait, je vais vous résumer là, ce qui est écrit. Dans le fond, ce qui arrivait, c'est que il y avait, on va dire, deux classes de personnes. Là. J'ai ça parler comme ça, mais c'était un peu ça, la réalité. Donc, il y avait des hôpitaux pour les personnes plus pauvres, puis des hôpitaux pour les personnes un petit peu plus fortunées. Ce qui arrivait, c'est que les médecins, par exemple, en formation, donc les étudiants en médecine, c'est eux qui allaient travailler dans les hôpitaux un peu plus pour les personnes moins fortunées. Donc, souvent, ces étudiants-là, okay, donc allaient à l'hôpital puis pratiquaient des accouchements. Puis on a remarqué okay, qu'il y avait un taux de mortalité beaucoup plus élevé chez les mères qui accouchaient dans les hôpitaux un petit peu plus pauvres que dans les hôpitaux où les personnes étaient un petit peu plus riches. Donc, ce qu'on a réalisé, puis c'est dégueulasse quand on y pense, là, c'est que les médecins qui pratiquaient les accouchements travaillaient le matin, okay, pas travaillaient, mais étudiaient sur des cadavres. Donc, étudiaient l'anatomie, la physiologie sur des cadavres. Puis, l'hygiène des mains n'était pas encore au point. On ne comprenait pas encore comment les maladies étaient transmises. Donc, ce que certains médecins, dont Semmelweis, ont remarqué, c'est qu'il y avait présence de micro-organismes similaires dans les cadavres et dans les personnes nouvellement décédées là, suite à l'accouchement. Donc, ils ont fait le lien entre les deux. Puis à ce moment-là, ils ont incité pour que les médecins soit se lavent les mains ou n'étudient pas les cadavres le matin avant d'aller faire les accouchements dans le reste de la journée. Puis ils ont augmenté le taux de survie des femmes à un niveau similaire à ce qu'on voyait dans les hôpitaux plus fortunés. Donc c'était niaiseux de même. Okay? Juste l'hygiène des mains pour des médecins. Okay? On s'entend maintenant que les médecins ont les mains super propres. Là, si vous allez à l'hôpital ou si vous êtes une femme et si vous êtes sur le point d'accoucher, n'ayez pas peur de mourir là, d'une infection. Okay? En fait, les risques sont beaucoup plus faibles, là, mais quand même, ça a été une des premières études épidémiologiques. Pour l'étude de Snow, okay, on appelle ça de l'épidémiologie descriptive. Dans ce cas-ci, okay, c'était des cas de choléra qui sévissaient dans un des quartiers de Londres, en Angleterre. Puis, donc, on voyait que tout le monde tombait malade, puis on essayait de trouver la cause. Okay, est-ce que c'est des contaminations de personne à personne? Et ce qu'on a réalisé, puis on le voit sur la caricature, c'est une vraie caricature ou un vrai dessin des journaux de l'époque. Là. Okay? C'était dans un puits. Donc, les gens d'un même quartier allaient chercher leur eau dans un puits. Puis, l'eau était elle-même contaminée par le choléra. Donc, tous ceux qui s'y abreuvaient tombaient malades. Donc, en condamnant le puits, puis en faisant un autre, on a réglé le problème. Donc, ce serait le même principe. Si je donne d'autres exemples, à part la COVID, si par exemple, je sais pas moi, un vendredi soir à 11h,
Il y a plein de cas de personnes qui arrivent qui ont des super grosses diarrhées ou qui vomissent, puis on leur pose des questions, OK, entre deux flaques de vomi. Puis on leur demande, ben, qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous mangé? Puis là, tout le monde dit, ah ben on a mangé à tel restaurant. OK, c'est toutes des personnes qui ne sont pas reliées les unes aux autres, mais le point commun, c'est qu'elles ont toutes mangé dans le même resto. Mais là, on va envoyer une équipe d'inspection pour aller voir s'il n'y a pas, par exemple, dans les cuisines, un problème de salubrité ou de température à laquelle on garde, par exemple, les viandes, des choses comme ça. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire encore aujourd'hui. Certaines maladies, on va les appeler les MADO. Okay? Ça me fait sourire parce que c'est le petit nom qu'on donne à ma mère qui s'appelle Madeleine. Mais bon, ma mère, c'est pas une maladie à déclaration obligatoire, quand même, un peu de respect. Donc, maladies à déclaration obligatoire, ce sont des maladies. Okay? Dès que vous arrivez à l'hôpital, dès que vous arrivez chez le médecin, si on vous diagnostique cette maladie-là, vous entrez dans les statistiques, puis on le déclare à la santé publique. Okay? Donc, on va dire, par exemple, je vais donner des exemples de maladies, le coqueluche, diphtérie, Creutzfeldt-Jakob, ça rappelez-vous, c'est une maladie à prions. Okay? Coqueluche, diphtérie, c'est des bactéries. Lyme disease, bactéries aussi. Puis le ITSS, ça va varier. Là, ça peut être des virus ou des bactéries. Donc, on les déclare, OK? Parce qu'on veut faire des statistiques, on veut faire un suivi. OK? S'il y a des cas de coqueluche qui se déclarent, ben il faut réagir vite parce qu'on ne veut pas justement que des enfants, des jeunes enfants, soient mis en contact avec la personne infectée. Donc, on va réagir rapidement. Creutzfeldt-Jakob, ça pourrait être dangereux parce qu'on pourrait peut-être réaliser que, je sais pas moi, il y a certains troupeaux de bœufs au Québec, au Canada, qui sont affectés par cette protéine-là. Donc, il faut trouver l'origine pour éviter que d'autres personnes en mangent. Voilà. Puis les ITSS, OK? Il y a quelques années, là, si je me rappelle bien, dans la région ici, Gatineau-Ottawa, il y avait, entre autres, je crois, je ne vais pas me tromper, là, une augmentation un petit peu anormale du nombre de chlamydia. Donc, il y a eu une espèce d'effort qui a été fait là, pour faire un peu la promotion des contraceptifs, OK? Donc, l'utilisation du condom ou quoi que ce soit là, pour sensibiliser surtout les jeunes ou les personnes sexuellement actives à se méfier ou à faire attention, OK? À avoir des relations sexuelles là, de façon un petit peu plus responsable pour éviter de transmettre ou d'être infecté par cette maladie-là. Donc là, j'ai mis on voit ben c'est quand même petit, là, mais c'est des statistiques que l'on voit là, à partir de l'Agence de santé publique du Canada. Donc, sur les chlamydioses, gonorrhée, syphilis. Donc, on voit si c'est plus les femmes ou les hommes qui sont affectés, quelles régions ou quelles provinces, territoires du Canada sont les plus affectés. Donc, ça, c'est des maladies à déclaration obligatoire. On entre les statistiques rapidement. Un autre exemple, ça nous touche moins au Canada, OK? Mais c'est une maladie qui touche beaucoup, beaucoup de gens à travers le monde, OK? C'est la tuberculose. Puis là, mon graphique date de 2011, donc c'est un petit peu daté, OK? Mais quand même, ça demeure pas mal stable, OK? À travers le monde, malheureusement. Donc, la tuberculose, c'est à peu près 8 millions de personnes dans le monde qui vont l'attraper. Donc, ils vont être infectés, tomber malades, et c'est 2 millions qui vont en mourir. Okay? Donc, c'est énorme. Je veux dire, on s'inquiète de la COVID, puis avec raison. Je ne veux pas diminuer l'impact de la COVID sur la population mondiale, mais la tuberculose, c'est quand même une maladie bactérienne, dans ce cas-ci, très grave. Si quelqu'un ici au Québec, au Canada, attrapait la tuberculose, ça va être déclaré, okay? Puis on va faire un suivi auprès de ses proches, donc de sa famille, des gens avec qui il travaille, okay? Pour faire une vérification pour limiter la contamination. Okay? Ça se traite la tuberculose, mais c'est des traitements antibiotiques qui sont très, 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 très longs. Okay? Donc, il faut se méfier de ça. Parfois, bon, je ne sais pas si dans votre groupe c'est le cas, mais dans certains de mes groupes d'étudiants et étudiantes, souvent certaines personnes qui arrivent d'Afrique, elles ont reçu un vaccin contre la tuberculose. Okay? Pourquoi? Bien, si vous regardez la distribution, okay, du nombre de cas de tuberculose sur le continent africain, c'est assez élevé. Donc, dans certains pays, il y a une vaccination qui se fait contre la tuberculose. Donc, c'est pour protéger les populations. Nous, on ne vaccine pas systématiquement parce que c'est une maladie qui n'est pas endémique ici. Je vais expliquer c'est quoi endémique dans quelques instants. L'incidence et la prévalence. Okay, ça, on en parle, ou on en a parlé justement avec la COVID-19.
Donc, c'est deux principes, OK, qui nous renseignent sur la gravité d'une infection, sur sa rapidité de propagation. Okay? Donc, quand on parle de l'incidence, okay, on parle du nombre de nouveaux cas apparus dans une population, okay, durant une période donnée. Donc, par exemple, une augmentation de l'incidence permet de constater une épidémie. Donc, meilleur exemple, on le vit, COVID-19. Okay? Puis d'ailleurs, l'incidence, on en parle quotidiennement, okay, au Québec. Toutes les fois que vous ouvrez les nouvelles sur l'heure du midi, on va vous dire, au Québec, okay, il y a, je sais pas, hier c'était, je pense, 64 nouveaux cas. Mais si on était plus au mois d'avril, ben là, c'était 1200 nouveaux cas. Okay? Donc, l'incidence, le nombre de nouveaux cas sur la population totale. Okay? Donc, il y avait, je sais pas moi, tant de nouveaux cas par million d'habitants ou pour 8 millions d'habitants. Okay? Donc, ça, c'est l'incidence. C'est quand on répertorie les nouveaux cas sur une période donnée. Tandis que la prévalence, c'est le total des nouveaux cas et des anciens sur la population totale durant une période donnée. Okay? Donc, par exemple, la prévalence de la COVID-19, on pourrait dire au mois d'août, okay? Ben, c'était peut-être de, là, je vais dire un chiffre là, rond facile, là, on va dire 1000 personnes. Donc, il y avait 1000 porteurs actifs, okay, de la COVID-19. Mais là, la prévalence, okay, ce n'est pas le nombre total depuis l'apparition de la maladie. Okay? Parce que depuis l'apparition de la maladie, ben là, on pourrait dire au Québec, par exemple, je pense qu'on est rendu à plus de 60 000 personnes. Okay? Ça, ce n'est pas nécessairement la prévalence. Parce que la prévalence ne tient pas compte de, ça c'est triste, mais des personnes qui sont décédées ou des personnes, ça c'est heureux, qui sont guéries. Okay? Parce que si tu es guéri de la maladie, à un moment donné, on ne te compte plus dans la statistique. Okay? Donc, prévalence, c'est les cas actifs, anciens et nouveaux. Okay? Donc, vous êtes encore infecté, okay? Vous n'êtes pas encore guéri, puis heureusement pour vous, vous n'êtes pas mort. Donc, vous faites partie du calcul de la prévalence. D'accord? Je vais donner d'autres exemples ici. Puis si vous voulez, il y a une autre petite vidéo, vous pourrez aller chercher le lien là, où on explique ça, puis il y a des petites animations le fun, fait que ça pourrait être intéressant, c'est en anglais, vous pourrez aller voir. Des fois, on pourrait, par exemple, okay, si on regarde juste le chiffre de prévalence, on pourrait se dire, oh my God, la prévalence est plus élevée dans une ville X que dans la ville Y. Fait que moi, je vais aller dans la ville Y. OK. Mais là, si la prévalence diminue rapidement dans la ville Y, c'est peut-être parce que le taux de mortalité est super élevé. Okay? Est-ce que la souche est plus dangereuse à ce moment-là ou peut-être que les soins de santé sont déficients, donc les personnes meurent plus rapidement. Fait qu'il faut faire attention avec les notions de prévalence. Ça peut peut-être juste vouloir dire que les soins administrés aux patients permettent de les garder en vie plus longtemps. Okay? Donc, si on regarde par exemple le graphique en A, okay? Donc la ligne rouge, c'est l'incidence, ligne bleue, la prévalence. Quand l'incidence augmente, ben c'est sûr que la prévalence augmente. Okay? Elle va suivre la courbe. Mais si justement la guérison chez les personnes, ça peut être lent, ou si le taux de mortalité n'est pas très élevé, ben la prévalence va peut-être diminuer plus doucement que ne le fait l'incidence. Okay? Fait que ça peut être les soins de santé qui sont meilleurs ou, je sais pas moi, juste l'infection dure un petit peu plus longtemps. Mais si le taux de mortalité, okay, est élevé, okay, par exemple les infections à Ebola, ben là l'incidence augmente, donc la prévalence aussi, mais la maladie tue rapidement, boum, okay, et avec des mesures on va dire d'hygiène ou de confinement, donc on empêche qu'il y ait de nouveaux cas, donc les cas qui ont été ou les personnes qui ont été infectées, ça atteint un certain maximum. Le nombre de transmissions diminue, la prévalence diminue rapidement aussi, mais là, c'est parce que le taux de mortalité est élevé. Tantôt, j'ai utilisé un terme, okay? J'ai parlé de maladie endémique, donc ici, on parle des fréquences de maladies. Quand on parle d'une maladie sporadique, c'est une maladie qui est rare dans un pays ou un endroit donné. Okay? Par exemple, la typhoïde au Canada. Ça va être des cas éparpillés, quelques cas ici, après ça, il y a 6 mois, il ne se passe rien, après ça, 2-3 cas ailleurs. Donc, ce sont des maladies qui sont très rares. Okay? Comme la tuberculose au Canada, c'est sporadique. Okay? C'est une personne qui revient de voyage, c'est
une personne qui a été en contact avec cette personne-là. Donc, on a 2 cas au Québec, puis ça s'arrête là. OK? Puis, il n'y aura peut-être pas d'autres cas pendant quelques mois. Quand on parle d'une maladie maintenant endémique, elle est constamment présente. OK? Le meilleur exemple, c'est le rhume. OK? Rhume, souvent, OK? On peut en avoir 1 ou 2, 3 par année. OK? C'est tout le temps là, ça circule dans la population. C'est pas le fun, OK? Mais c'est pas mortel non plus, donc c'est constamment présent. Une maladie endémique au Canada, comme le rhume, n'est pas nécessairement endémique ailleurs. Puis la typhoïde, OK, pourrait être, je pense que j'ai un graphique ici, OK? La fièvre typhoïde ailleurs dans le monde, donc en Amérique du Sud, Amérique centrale, sur le continent africain, Moyen-Orient, Extrême-Orient, puis l'Asie, OK? On a plus de cas. Donc, dans ces régions-là du monde, la maladie est considérée comme étant endémique. Mais pour nous, OK, ici, ben, c'est sporadique. OK? Il n'y a pas beaucoup de cas. Donc, si vous voyagez, c'est à vous de vous renseigner quelles sont les maladies qui sont présentes, qui sont endémiques, ou même parfois épidémiques. OK? Épidémique, elle est présente, la maladie, mais le problème, c'est qu'elle se transmet rapidement. OK? Donc, il y a une augmentation rapide du nombre de cas dans un laps de temps qui est court. Okay? Donc, par exemple, les épidémies de grippe au Québec, ça va être souvent, okay? On va dire de la fin novembre jusqu'à février-mars. Okay? Donc, il va y avoir une augmentation rapide du nombre de cas. Je suis curieux de voir si le nombre de cas va être inférieur cette année parce qu'on fait tellement attention avec le port du masque, avec la distanciation sociale. Est-ce que ça va avoir un impact négatif sur les cas de grippe? Ben, c'est à espérer. Okay? Si on se protège bien contre le coronavirus, ça devrait nous permettre de se protéger aussi contre la grippe. Okay? Donc, épidémie. Même principe, il peut y avoir des épidémies de gastro-entérite. Je me rappelle l'année dernière, c'est l'année dernière, à l'école de mon fils le plus vieux au secondaire, il y a eu, je pense, c'est 30 ou 40 cas de gastro sur un étage de l'école. Donc, je pense qu'il avait renvoyé tous ces groupes-là à la maison pendant quelques jours, okay, pour éviter que ça se propage à toute l'école. Mais ça peut aller vite. Okay? Puis là, présentement, on en a une autre que je pourrais rajouter à mes notes de cours. Okay? COVID-19, donc une pandémie. Donc, c'est une maladie qui se transmet rapidement à la grandeur de la planète. Donc, la grippe en est un exemple aussi. La grippe, ça fait souvent le tour de la planète. Le sida, ça s'est déclaré fin des années 70, début des années 80, puis maintenant, c'est partout dans le monde, il y a des cas de personnes. Et la COVID-19, ben là, on est tous dedans, on l'a vécu. Ça a commencé probablement en Chine, peut-être même en décembre ou même avant, en 2019. Puis là, on est, au moment où moi je vous parle, au mois d'août 2020, puis tous les pays sont affectés. Okay? Puis on va passer à travers éventuellement. Voilà pour ça. Gravité, durée de la maladie, je passe rapidement. Donc, une maladie aiguë, c'est qui évolue rapidement mais ne dure pas longtemps. Donc, par exemple, la grippe, le rhume, okay, on l'attrape, on a les symptômes, on passe à travers. Okay? On pourrait rajouter la varicelle, il y a plein de maladies comme ça. Chronique, ben là, le micro-organisme reste longtemps en vous. Okay? Puis, ça cause des problèmes sur une longue période. Donc, tuberculose, l'hépatite B, okay, sont des exemples de maladies comme celle-là. Puis, quand on parle de maladies latentes, okay, on a le zona, on pourrait avoir, je sais pas moi, l'herpès labial. Oups. Donc, ces maladies-là, ce que ça veut dire latente, okay, c'est qu'elles sont en vous, mais on va dire que le virus ou la bactérie est en dormance. Okay, il hiberne. Donc, le zona, par exemple, c'est un virus qui a causé chez vous la varicelle. Okay? Le virus est en latence. Comme moi, présentement, j'ai du virus de la varicelle en latence dans mon corps. Puis peut-être que dans quelques années, parce que c'est généralement là, chez les personnes un petit peu plus âgées que moi, je ne suis pas encore si vieux que ça, qui vont développer des symptômes de zona. Donc, à ce moment-là, le virus se réveille. Okay? L'herpès labial, même principe. J'ai peut-être le virus présent en moi, puis de temps en temps, il va s'éveiller, puis créer un petit feu sauvage là, qui va être désagréable pour moi. L'étendue des dommages, si on parle d'infection locale ou systémique, locale, c'est, le nom le dit, très localisé. Okay? Donc, l'herpès labial, ben, ça va souvent être en périphérie de la bouche, tandis qu'une infection systémique, ben, c'est le micro-organisme ou la toxine est présente partout dans le corps.
OK? Donc là, on pourrait parler par exemple de septicémie. Donc, je l'ai écrit plus bas, je crois que c'est... ouais, septicémie, donc les bactéries qui sont dans le sang et se reproduisent, tandis que bactérémie, c'est la présence de bactéries, mais elles ne se reproduisent pas. Toxémie, c'est une toxine qui est produite, donc on a le tétanos, par exemple le botulisme, la diphtérie, sont des maladies qui causent ou des micro-organismes, dans le fond, qui libèrent des toxines. Puis quand on parle de virus dans le sang, on parle de virémie. Donc ça, c'est vraiment du vocabulaire là, à aller chercher. Ça ici, ça c'est important, puis je vais probablement m'amuser avec ça à l'examen. Okay? Quels sont les facteurs qui prédisposent à la maladie? Okay? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. À l'examen, je ne vais pas vous demander de me nommer les 5. Je vais vous mettre des mises en situation, puis je vais vous demander de me dire lequel ou lesquels de ces facteurs-là sont présents dans la mise en situation. Donc, je les explique, puis ensuite, vous allez voir, il y a des exemples. Donc, on va se pratiquer un peu. Donc, quand on parle de la génétique, okay, le plus évident au niveau de la génétique, ben, c'est est-ce que vous avez une maladie héréditaire? Par exemple, si dans ma génétique, mes gènes font en sorte que mon système immunitaire est très, très faible, ben, c'est clair que c'est un facteur qui me prédispose à la maladie. J'ai moins de chances de la combattre, la maladie, donc j'ai plus de chances d'être malade. Okay? Maladie héréditaire, on pourrait parler aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, la fibrose kystique. La fibrose kystique, c'est pas une maladie infectieuse, mais ça fait en sorte que génétiquement, mes poumons vont être un petit peu plus, on va dire, maganés, en bon québécois, puis des bactéries vont profiter de cette condition-là pour m'affecter. Donc ça, c'est un facteur qui me prédispose. Et là, on ne sera pas sexiste, mais le sexe, dans certaines circonstances, ça peut avoir une incidence. Okay? Par exemple, les infections urinaires sont plus fréquentes chez les femmes. Puis ça, c'est juste une question anatomique. Okay? Le positionnement de l'urètre, la longueur de l'urètre va faire en sorte qu'une femme a plus de chances que des micro-organismes s'y introduisent et causent une infection urinaire. Okay? Donc ça aussi, c'est un facteur qui est génétique. Vous êtes une femme, vous êtes XX. Moi, je suis un homme, je suis XY. Donc, les chromosomes ne sont pas les mêmes. Ça va se manifester au niveau physique, physiologique, anatomique. Okay? Et à ce moment-là, ça peut avoir des incidences. Okay? Mais on s'entend qu'attraper une grippe, que tu sois un homme ou une femme, généralement, il n'y a pas vraiment une différence. Okay? Sauf que si tu es un gars, généralement, tu vas peut-être plus chialer et faire pitié, tandis que les filles ont tendance à être un petit peu plus tough. Okay? Bravo, mesdames. Ensuite, autre facteur, l'âge. Okay? Si je vous demandais c'est quoi les groupes d'âge les plus vulnérables à une infection, bien souvent, ce sont les très jeunes bébés ou les personnes âgées. Okay? Théoriquement, si on parle d'une personne dans la vingtaine, généralement, on ne va pas dire que ce sont les personnes les plus à risque. Okay? On le voit un petit peu avec la COVID, là, les personnes âgées sont clairement plus vulnérables, représentent là, une très, très large proportion des décès. Okay? Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas à risque. Okay? On a vu récemment, là, il y a un jeune garçon de 19 ans qui est décédé à Montréal de la COVID. Donc, comme tout autre décès, c'est un drame, c'est triste, mais généralement, les gens de ce groupe d'âge-là vont être moins affectés que les personnes âgées ou les très jeunes bébés. Troisième facteur, est-ce que la maladie ou une maladie entraîne un désordre anatomique, physiologique et métabolique? Si vous êtes diabétique, si vous avez de l'asthme, si vous avez un cancer, ça peut vous rendre plus vulnérable à la maladie. Okay? D'ailleurs, on le voit, là, les personnes diabétiques, là, pour la COVID, doivent faire plus attention parce que leur système peut avoir plus de difficultés à lutter contre le virus. Les personnes qui sont asthmatiques, donc déjà des poumons qui sont vulnérables, bien, ça se peut qu'ils soient plus affectés par la grippe, plus affectés par une pneumonie. Okay? Puis le cancer lui-même bien, peut rendre par exemple, le système immunitaire complètement inadéquat, peut affecter certaines fonctions, encore une fois, pulmonaires, rénales, qui peuvent les rendre plus vulnérables aux infections. 4. Est-ce que vous prenez des médicaments qui, par exemple, pourraient altérer votre système immunitaire? Okay? La fameuse pompe à asthme orange. Donc là, si j'ai de l'asthme, j'ai la maladie. Puis en plus, si je prends ma pompe orange, mais là, la pompe orange bloque le système immunitaire au niveau de la bouche. Donc, je vais être plus vulnérable. Est-ce que, par exemple, quelqu'un a eu une greffe? Puis quand on reçoit une greffe, on va dire une greffe de poumon, greffe de rein, peu importe, cette personne-là va prendre des médicaments pour éviter le rejet de sa greffe. Mais ces médicaments-là sont des médicaments immunosuppresseurs. Okay? Donc, les médicaments éliminent ou bloquent le système immunitaire de la personne pour ne pas que la personne rejette l'organe qu'on vient de lui greffer. Mais en même temps,
OK? Si on bloque le système immunitaire pour ne pas rejeter l'organe greffé, ben, les micro-organismes qui entrent en vous ont plus de chances de vous rendre malade. Donc, prise de médicaments peut avoir un effet là-dessus. Puis le dernier, on parle de l'environnement. Okay? Puis pas juste l'environnement, la nature, là, votre environnement de travail, votre milieu de vie. Okay? Par exemple, vous, en hygiène dentaire, okay, je ne veux pas être plate avec vous, mais vous avez une job où il y a certains risques, okay, qui sont présents pour que vous attrapiez une maladie. Ce serait le même principe pour les infirmiers, infirmières, les médecins, les inhalothérapeutes. Vous travaillez avec des personnes en proximité. Il peut y avoir, bon, c'est ça, des gouttelettes de sang, de salive. Donc, c'est important pour vous de vous protéger les yeux, les voies respiratoires, protéger vos vêtements là, pour éviter qu'il y ait contamination puis que vous rameniez ça à la maison. Okay? Donc, le milieu de travail va être un facteur. Okay? Pensez aussi, là, chez moi, c'est le mardi matin. Okay? Les éboueurs qui ramassent les déchets, le compost, c'est clair que ces personnes-là vont inhaler une grande quantité de spores, de mycètes, de bactéries. Donc, c'est pas un milieu de travail qui est idéal, on va le dire comme ça, okay, pour la transmission de micro-organismes. L'exemple, la photo que vous voyez, okay, le fleuve Gange en Inde, il y a des millions de personnes qui dépendent de l'eau de ce fleuve-là, mais en même temps, il y a des millions de personnes qui vivent près de ce cours d'eau-là, puis le cours d'eau est extrêmement pollué, okay, par des déchets, des déjections, donc contamination fécale et tout, mais les personnes qui vivent là souvent considèrent ce fleuve-là comme étant un fleuve sacré, donc vont aller s'y baigner pour on va dire au niveau théorique, se purifier, mais on s'entend que la quantité de micro-organismes qu'il y a là-dedans, la purification, elle est symbolique et psychologique et non pas physique. Okay? Des personnes qui sont allées en Inde, là, puis on me contait, par exemple, quand il y a quelqu'un qui décède, ils font une espèce de petit, je ne sais pas comment appeler ça, je ne vais pas manquer de respect, là, mais une espèce de bateau, radeau, où on dépose la dépouille, on met le feu à ça, puis on l'envoie dans le fleuve. Les vaches sacrées qui meurent, on les met dans le fleuve. Fait que tu sais, il va y avoir du stock dans ces rivières-là. C'est clair qu'un petit touriste comme moi, si je vais me baigner là-dedans, puis par mégarde, j'avale une petite gorgée d'eau, c'est clair que je me tape une maladie à amibes, des infections bactériennes, puis toute une collection de bébites que je voulais pas. Okay? Donc, l'environnement va être un grand facteur. Donc, si on se pratique, okay? Je vous dis, on la lit ensemble, je vais vous dire les réponses. Donc, une technicienne de laboratoire médical travaille chaque jour avec des échantillons de sang et de sel. Ça serait lequel ou lesquels des facteurs qui sont là, qui sont impliqués ici? Ben, dans ce cas-ci, ça serait l'environnement. Donc, c'est son travail. Okay? Il travaille avec du sang, avec des selles humaines, c'est ça le problème. Là, il y en a qui vont me dire, ah, mais ça, c'est une technicienne, donc est-ce que la génétique, le sexe a quelque chose à voir là-dedans? Non. Que ce soit un homme ou une femme, dans cette circonstance-là, ça ne change absolument rien. Okay? Donc, il faut faire attention si je mets des pièges. Là. Okay? Le fait que ce soit une femme qui travaille dans un laboratoire n'a pas plus de chances d'attraper une maladie à partir des échantillons de sang ou de sel que si c'était un collègue homme. Okay? Voilà. Deuxième, un homme âgé de 83 ans, souffrant d'un cancer des poumons, reçoit la visite de son fils qui a la grippe. Okay? Là, il y en a plusieurs. Tout de suite, vous aurez remarqué ça. Okay? 83 ans, là, je pense que c'est un âge assez important pour dire que l'âge est un facteur. Okay? Si j'avais mis 32, c'est pas un facteur. C'est pas parce que j'écris l'âge que vous devez dire que c'est un facteur. L'autre, une maladie. Oups, pardon. Donc, maladie qui entraîne un désordre, cancer. Puis il y en a une troisième. Il y a de la visite de son fils qui a la grippe. Donc, dans ce cas-ci, c'est son environnement qui est problématique. Okay? Il faudrait empêcher son fils de se présenter ou qu'il le voit avec un masque ou qu'il le voit à distance. Mais s'il est en présence de son fils qui est malade, le papa a le cancer, puis c'est une personne âgée, il y aurait des chances d'attraper la grippe, puis à son âge et dans sa condition, ça pourrait être très dangereux. La chaîne épidémiologique maintenant, OK, 6 facteurs, OK, je les explique, et à l'examen, ce que je vais vous demander, c'est comment on peut bloquer ces facteurs-là, ou dans une mise en situation, quels sont les facteurs qui limitent la propagation. OK? Donc, je commence ici avec l'agent pathogène, ben ça me prend un micro-organisme. OK? Est-ce que c'est l'agent pathogène? C'est un virus, c'est une bactérie, c'est un mycète, etc. Okay?
Et comment je pourrais agir directement sur ce facteur-là? Ben, si je prends des antibiotiques, je vais tuer l'agent pathogène directement. OK? Le réservoir, c'est où se situe la menace, où se situe le micro-organisme. Est-ce que c'est dans l'eau que je bois, comme le choléra tout à l'heure, quand on parlait de l'étude de Snow, là, il y avait un puits qui était contaminé. Donc ça, c'est littéralement le réservoir qui est le problème, c'est là où est le micro-organisme. Est-ce que le réservoir, c'est les autres humains? Okay? Donc, par exemple, pour la COVID-19, le réservoir, c'est les autres humains qui sont porteurs. Okay? D'autres exemples, ça pourrait être un insecte qui est le réservoir. Okay? Ça pourrait être des animaux. Donc, par exemple, pour la grippe, ça pourrait être les cochons, ça pourrait être les poules. Donc, ou ça pourrait même être des objets inanimés, ça pourrait être dans le sol. Okay? Donc, réservoir. Porte de sortie, okay? Supposons que la maladie est humaine. Donc, est-ce que ça va être ça va être par les voies respiratoires? Est-ce que ça va être par le sang? Est-ce que ça va être par une relation sexuelle? Donc, comment le micro-organisme sort, okay, ou est libéré du réservoir? Le mode de transmission, okay? Donc, supposons que la porte de sortie, c'est les voies respiratoires. Le mode de transmission, ça pourrait être des gouttelettes, ça pourrait être des aérosols aussi. Okay? Gouttelettes, c'est vraiment des particules liquides qui sont plus grosses. Aérosols, souvent juste en respirant, okay, le virus, par exemple, pourrait être transporté. Donc, mode de transmission. Okay? Est-ce que c'est la toux? Est-ce que c'est l'éternuement? Est-ce que c'est par un contact sexuel? Est-ce que c'est par l'injection par une seringue? Est-ce que le mode de transmission, justement, c'est par je vais le dire demain, par un insecte? Okay? Est-ce que c'est une piqûre d'insecte? Donc, le mode de transmission, ça peut être ça. La porte d'entrée, okay? Pour le coronavirus, la COVID-19, ben, la porte d'entrée, ça va être par les yeux, les voies respiratoires, donc muqueuse nasale, muqueuse buccale. Porte d'entrée, est-ce que c'est par une relation sexuelle? Est-ce que c'est par l'ingestion? Donc, est-ce que, par exemple, quand je mange du poulet et il n'est pas bien cuit, ben, la porte d'entrée, ça va être quand je mange. Okay? Donc, porte d'entrée. Puis, autre réceptif, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent justement être malades par cette infection-là? Okay? Donc, par exemple, si on est 5 personnes, 5 membres d'une famille, puis on va rendre visite à notre petite sœur, okay, qui a la varicelle. Okay? Parmi les 5, on est 4 personnes qui soit avons déjà eu la varicelle ou qui ont été vaccinées. Donc, il y a 4 personnes, théoriquement, qui sont protégées, mais il y en a un qui n'a jamais eu la varicelle, puis qui n'est pas vacciné. Donc, cette personne-là est un autre réceptif. C'est une personne qui peut être affectée. Comment on peut éviter ou contrôler ce chaînon-là? Okay? Mais on pourrait, par exemple, dire, ben, la personne qui n'est pas protégée, quand on va aller visiter notre petite sœur qui a la varicelle, ben, toi, tu restes à l'extérieur. Okay? Donc, on évite les contacts avec les personnes malades. Donc, je vous donne ici okay, d'autres mises en situation. Dites quel est ou quels sont les maillons de la chaîne épidémiologique qui est ou qui sont brisés dans les mises en situation. Donc, sur quel maillon de la chaîne on agit pour bloquer cette chaîne de transmission-là. Okay? Parce que, par exemple, quand vous travaillez en clinique dentaire, okay, vous allez porter un masque et des lunettes pour bloquer les portes d'entrée. Okay? Vous allez stériliser votre matériel pour éliminer ou bien directement le micro-organisme, ou bien pour contrôler le réservoir sur lequel seraient les micro-organismes. Vous pouvez, par exemple, le dentiste pourrait le faire, donner une prescription d'antibiotiques au patient avant qu'il ne se fasse opérer et qu'on enlève ses dents. Okay? Donc là, ce serait une action sur l'agent pathogène lui-même. D'accord? Donc, regardons ça. Nous empêchons les enfants d'un homme atteint du SRAS de venir le visiter. Sur quoi on a agi? Okay? On a agi sur l'autre réceptif. Donc, on empêche des enfants vulnérables d'être présents. L'autre, vous éternuez dans le creux de votre coude. Donc, j'éternue dans le creux de mon coude. Là, il y en a qui vont hésiter entre ça puis ça. Okay? La bonne réponse, on a agi sur le mode de transmission. Pourquoi? Parce qu'on a empêché les gouttelettes d'être propagées sur une longue distance. On n'a pas nécessairement bloqué la sortie, j'ai éternué. Okay? Donc, techniquement, les virus, par exemple, sont sortis de mon nez.
ne sont pas allés très loin parce qu'ils se sont déposés sur ma chemise ou sur ma peau dans le creux de mon coude. Okay? Donc, la porte de sortie est encore là, mais on a agi sur le mode de transmission. L'autre, vous portez un masque, des gants et des lunettes de protection pour soigner une dame infectée par un virus hautement contagieux. Donc là, vous portez masque, gants, lunettes. Okay? En portant un masque, vous agissez sur quoi? Vous protégez la porte d'entrée. Okay? En portant des gants, c'est autre chose. Okay? Souvent, quand on porte des gants, c'est qu'on bloque le mode de transmission parce que les mains, c'est souvent un véhicule par lequel les infections vont circuler. Donc, si vous retirez vos gants correctement par la suite, vous enlevez un mode de transmission. Et les lunettes, bien ça aussi, c'est pour bloquer une porte d'entrée, donc on protège nos yeux. Vous prenez un antibiotique pour soigner une infection urinaire. Donc, dans ce cas-ci, on agit sur l'agent pathogène. Donc, l'antibiotique va tuer la bactérie et c'est comme ça qu'on la bloque. Voilà. Les réservoirs où se situent les micro-organismes, ben, ça peut être nous. Okay? Ça peut être des réservoirs humains, des porteurs sains, comme on a vu avec typhoïde Mary tantôt, et des porteurs actifs. Porteurs sains, il y a des personnes asymptomatiques qui transportent la COVID-19. Okay? Fait que ça, c'est plate, mais ils ne le savent pas et ils peuvent contaminer d'autres mondes. Tandis qu'un porteur actif, ben, vous le savez. Okay? C'est quand quelqu'un est misérable, a la grippe, vous le voyez, il a la gastro, il est vert, puis il passe sa journée aux toilettes. Okay? Donc, des réservoirs humains, la diphtérie, les hépatites. Blénorragie, c'est un beau mot pour dire gonorrhée. Là. Okay? Donc, ça, c'est l'humain qui transporte ça. Réservoirs animaux, ben, on peut avoir ce qu'on appelle des zoonoses. Okay? Donc, la maladie est portée par les animaux et qui sont transmises aux humains. Donc, dans le fond, l'animal peut être atteint aussi. Okay? On parle de la rage, maladie de Lyme. On pourrait rajouter là-dedans, jusqu'à un certain point, même, la grippe. Okay? Chez les poulets, chez les porcs. Donc, infection retrouvée chez l'animal. Réservoirs inanimés, donc dans le sol, dans l'eau, les objets, les aliments, donc tétanos, botulisme, choléra, typhoïde. Okay? Je pourrais rajouter là, des infections fongiques juste en faisant mon jardin là, au printemps. J'ai les mains dans le sol, j'ai pas de gants, j'ai des petites coupures sur les doigts, ben, des bactéries, des mycètes pourraient rentrer par là. À la clinique, okay, c'est où justement ces réservoirs-là? Okay? Quand vous regardez tous les objets okay, avec lesquels vous allez être en contact, tous les objets qui pourraient être contaminés par la salive, le sang du patient, là, quand vous faites des traitements, des fois ça ne veut pas, il y a des gouttelettes qui sont projetées. Okay? Donc tout, okay, tout peut être infecté. Okay? La poignée de votre lumière, okay? Le cabaret sur lequel vous déposez vos instruments, le siège, okay? Tout ce sur quoi les gouttelettes pourraient se déposer, les poignées de porte, d'armoire, de tiroir. Okay? Donc, vous avez ça. Okay? On pourrait en parler longtemps. Là. Tout ce que vous touchez. Okay? Tout peut être potentiellement contaminé. Donc, quand vous allez entre deux patients nettoyer avec des petites lingettes, bien, il faut s'assurer de toucher avec la lingette, je veux dire, là, toutes les surfaces pour très, très bien nettoyer. Il faudra remplacer vos gants de toute évidence aussi. Okay? Donc, tout peut être contaminé. Donc, il faut faire extrêmement attention pour limiter justement les contaminations croisées. Donc, ici, juste pour compléter, là, les transmissions de maladies, ça peut être par contact direct. Okay? Donc, la fameuse poignée de main qu'on ne se donne presque plus avec ce qui se passe pour la COVID. S'embrasser, okay? Quand on voit des membres de notre famille, là, okay? Faire une accolade. Embrasser son amoureux, son amoureuse, okay? C'est aussi des contacts directs. Contact indirect, donc par objet interposé. Contact par inhalation, ingestion. Donc, inhaler, c'est quand on inspire, par exemple, quelque chose. Manger. Transmission par des insectes, okay? Des fameuses mouches qui se déposent sur votre bouffe là, quand vous faites un barbecue ou vous faites un pique-nique à l'extérieur. Faut se méfier de ça. Okay? Les mouches ont peut-être été sur des excréments de chiens avant d'aller se déposer sur votre salade de patates. Là. Okay? Donc, il faut faire attention. Même principe pour les objets comme les brosses à cheveux. Okay? C'est un objet, contact indirect. La personne à qui vous avez prêté votre brosse à cheveux a des poux. Okay? Donc, elle pourrait vous les transmettre comme ça. Les fameuses poignées de porte. Okay? Si on va toucher à ça, on pourrait se contaminer aussi. À l'hôpital, okay? Donc il y a plein de façons d'être infecté.
Regardez la photo de quelqu'un qui éternue. Okay? Oui, quand on éternue, il y a beaucoup de gouttelettes qui sortent par la bouche aussi. Okay? Donc, puis quand on dit porter un masque, bien justement, le masque sert à ça. Quand vous toussez ou éternuez, on empêche la propagation d'autant de gouttelettes. Taux de mortalité versus taux de morbidité, rapidement. Okay, taux de morbidité, c'est le rapport entre le nombre de personnes atteintes d'une maladie durant une période donnée et la population totale exposée. Okay? Donc, par exemple, taux de morbidité de la COVID, on pourrait dire que c'est, je dis à peu près là, 60 000 sur 8 millions de Québécois. Ça serait le taux de morbidité. Le taux de mortalité, là, si je me rappelle bien, au Québec, il me semble que c'est quelque chose comme 6200 sur, on va dire, 8 millions. OK? Il faut faire attention quand on parle du taux de mortalité, là, il y a des gens qui auraient tendance à dire « Ah ben, c'est les 6200 morts sur les 60 000 personnes qui ont été infectées. » OK? C'est pas vrai. C'est toujours sur la population totale. Donc, ça termine. Okay, je vous suggère soit des lectures ou des films. Okay, donc, beaucoup d'informations sur les maladies infectieuses sur le site du CDC. C'est américain. Le film Contagion, si vous avez Netflix, c'est un vieux film. Puis je me rappelle, j'étais allé voir ça avec mes étudiants d'inhalothérapie il y a quelques années. En fait, peut-être 7-8 ans. Ou c'était peut-être même des étudiants de soins infirmiers. Faut pas que je me trompe. En tout cas, c'était avec des étudiants du cégep. On avait fait une sortie cinéma. Film super bien fait, super réaliste. Qui tient compte là, justement du facteur R0, donc de la transmission. Puis dans le fond, dans le film Contagion, c'est comme un peu ce qui se passe avec la COVID présentement, mais à un niveau plus grave parce que la maladie est plus mortelle. Puis, la série québécoise, ça, j'ai écouté ça l'été dernier. Okay? Puis c'est spectaculaire parce que dans cette série-là, ça se passe au Québec. Puis c'est un coronavirus qui est la cause de l'épidémie dans la série télé. Fait que ça a été fait, je pense, en 2018 ou 2019. Puis, quelques années plus tard, on a une situation qui est similaire. Okay? Donc, c'est bien fait. Il y a une couple de trucs là, qui laissent à désirer. Là. Mais bon, même en tant que microbiologiste, j'ai pu apprécier la série quand même. Puis, bon, il y a d'autres choses. Un autre petit vidéo que vous pouvez aller voir, que je vous suggère. Okay? Comment contrôler les infections microbiennes. Le glossaire, okay, encore une fois, je vous conseille de le faire. Allez développer ce vocabulaire-là pour que ce soit plus facile pour vous lors de l'examen. Et je crois que ça termine. En fait, je vous suggère une lecture dans le Tortora si vous l'avez ou vous pouvez y avoir accès et de répondre aux questions dans le cahier d'exercice. Encore une fois, ça va vous permettre de vous pratiquer et d'être prêt et prête pour l'examen. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée.